Bonjour. Bonjour, bonjour. Me v'là. Comment ça va? Comment ça va? Moi, j'ai continué de réviser pour mon permis. Le fun. Le fun, le fun. Apparemment, le code français est plus facile que le code belge. J'en suis pas si sûr, mais j'en ai déjà parlé avec une pote à moi. Et j'avoue qu'il y a des trucs sur lesquels ils ont l'air de moins se faire chier que nous quand même, hein. Donc, bon. Les Français ont l'air d'avoir une vie un peu moins compliquée sur la route que les Belges. Je suis vraiment pas né dans le bon pays, hein. On a franchement pas grand-chose d'intéressant en Belgique, je suis désolé, mais casse un peu les couilles. Enfin si, il y avait, ça fait longtemps que je suis plus allé, mais il y a la Mia, hein, la Medinasia et la rétro Medinasia. Heu, mais à part ça, hein, ouais. Mmh. C'est le bordel dans mes câbles, hein, vous inquiétez pas. C'est juste, très très chiant de savoir, où est-ce que je vais taper tout ça. Voilà, on va faire un truc comme ça. Super. Qu'est-ce que c'est encore? Oui, bah, une autre fois, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Donc, donc, je vais vérifier que j'ai allumé le micro quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, hein. Alors, euh, donc, tout à fait. Eh ben, on va commencer. J'ai pas une. Moi, j'ai pas une, on va commencer, hein. Donc, je vous rappelle la bazounette. Si vous voulez parler dans le chat, bah, faites-le. Si vous voulez. Donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je le fais dans le mauvais sens. Si vous voulez m'influencer dans ma recherche, je vais faire des recherches sur. J'aime bien présenter des espèces un peu bizarres, peu connues, avec des capacités cheloues, disons, hein. Des poissons qui font de l'électricité. Je parle bien de poissons, pas d'anguilles. Les anguilles ne sont pas des poissons. Donc ça, des antilopes avec une trompe. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des antilopes, imaginez globalement un mix entre un cheval et un cerf. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Et alors évidemment, donc des amphibiens, et tous ces trucs-là. Chez les amphibiens, c'est très facile de trouver des grosses dingueries. Et, euh, et un peu partout, hein. Voilà, on a l'habitude de se cantonner qu'à la partie qu'on connaît du monde, alors qu'il y a énormément de trucs qui peuvent être très très bizarres. Et qui pourtant sont pas tellement loin. Le problème, c'est que, on n'est pas forcément toujours très bien renseigné dessus, alors qu'on pourrait, hein, c'est juste une question de sensibilisation. Mais aussi parce que, voilà, parce qu'on a vraiment pas envie d'aider ces espèces-là, quoi. Donc, enfin, parce qu'on a la flemme, pas parce qu'elles nous posent problème, juste que, voilà, protéger les espèces, c'est vraiment pas notre truc. Donc, voilà, du coup, moi, j'aime bien m'intéresser à tous ces trucs-là. Je me dis pourquoi pas le faire en live. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je regarde un peu toutes les espèces un peu bizarres, tous ces trucs-là. Et dans la mesure du possible, j'essaie de comprendre comment ça marche, le pourquoi du comment, etc. J'essaie de trouver des sources un peu correctes, enfin qui m'ont l'air un peu correctes. Et donc voilà. Et je fais ça parfois avec des gens qui passent sur le live. Si vous avez envie de venir vous exprimer, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai envie que d'une seule chose, en fait, même si vous imaginez peut-être que vous connaissez pas de bêtes bizarres ou quoi, d'une certaine manière, tout est bizarre. Je peux tenir des heures, comme je le fais pratiquement à chaque VOD, je tiens souvent des plombes sur des tas de petits trucs qui ne sont pas liés directement à ce dont je parle sur le moment, parce que je dérive en permanence. À chaque fois, je pars sur autre chose, parce que dans la vie, il y a toujours quelque chose d'intéressant sur lequel se pencher, en fait, même sur des trucs qu'on connaît.
même sur des concepts un peu basiques. Genre la dernière fois, j'ai réexpliqué rapidement ce que c'était les primates, euh, comme j'ai pu, on va dire, en expliquant qu'il y avait différentes catégories. Et il y a enfin, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont des primates. Oui, l'être humain est un primate. Il y a des gens qui sont autrement plus calés, et c'est vrai qu'il y a déjà eu des gens ici qui venaient avec quand même quelques bases, mais honnêtement, il y a de tout. Et dans le monde vivant, il y a tellement de choses à dire, même sur les trucs qu'on connaît, que c'est pas parce que je parle d'espèces qui ont l'air un peu bizarres que je parle que de trucs qui ont l'air complètement barrés, quoi. Même si vous n'avez pas spécialement de connaissances ou quoi, venez parler, je vous garantis qu'on trouvera des trucs, hein. Même sur les vaches. Même les vaches, c'est bizarre. La vie, c'est bizarre. Il faut quand même vous représenter que la vie avait une chance vraiment microscopique de se produire sur Terre. Et bon, déjà, le simple fait qu'elle soit apparue, c'est fort, mais surtout, elle s'est conservée pendant des milliards d'années. On est sur un niveau quand même de bizarrerie assez élevé. Et le principe même de la vie, c'est de se reproduire, enfin de survivre, de se reproduire un maximum. Donc tout ça donne lieu à énormément de diversité, ce qui fait que, bon, même en ne pensant que aux espèces qu'on connaît, qui sont encore actuellement, qui existent encore actuellement, euh, même en restant dans ce cadre extrêmement restrictif du domaine de la vie, il y a tellement de trucs intéressants sur lesquels s'intéresser. Intéressez-vous aux choses intéressantes. Euh, il y a tellement de trucs à dire qu'il n'y a pas de sujet con, il y a pas de sujet sur lequel il n'y a rien à dire en fait. Voilà, même avec zéro connaissance, il y a moyen de s'intéresser, et c'est de là que tout le monde part, hein. C'est pas parce que des gens lambda ou des scientifiques ou des gens qui ont fait des études un peu plus poussées ou quoi, ou savent des trucs, que ils se sont énormément plus intéressés que vous au début. Moi, j'ai aucune étude derrière moi, ce qui fait que parfois ce que je dis dedans, il peut y avoir des conneries, donc j'invite quand même toujours à prendre ce que je dis avec des pincettes, mais c'est pour ça que je veux faire le travail de recherche en live, pour que les gens puissent voir ce que je fais et se faire une idée par eux-mêmes. Donc voilà. Et quand je parle de travail de recherche, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je tape des mots-clés, je lis des articles un peu en cherchant des informations sur base d'une liste de trucs qui sont censés être liés au sujet que je cherche, quoi. Donc c'est pas un travail de recherche très approfondi, quoi. Hein. On n'est pas juste c'est un petit tour de ce qu'il y a à dire sur les espèces, quoi. Et, moi j'aime bien. Et c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire tout seul, hein. Donc voilà, je trouve ça juste plus fun de le faire éventuellement live avec des gens qui passent, de pouvoir en parler et de voir un peu les opinions des gens aussi, etc. Mais c'est pas du tout. C'est un sujet qui peut paraître très compliqué, mais c'est pas du tout dur en fait. C'est plutôt. Enfin, pour ce qui est de la compréhension de tout ça, ça peut parfois être un petit peu compliqué parce que souvent il y a un ou deux mots très casse-couilles scientifiques et tout qui viennent se glisser dans les descriptions et donc il faut aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est pas aussi dur que ce qu'on croit. Encore une fois, moi j'ai pas d'études hein, derrière. Il y a quand même quelques trucs que j'arrive à comprendre. Et puis sinon, bon bah Internet quoi. Donc on peut faire des recherches, c'est pas impossible. Donc voilà, il n'y a pas de sujet trop compliqué. Si vous voulez venir voir, si vous voulez juste lurker, si vous avez des trucs à dire, dites-les. Je vais pas me moquer de vous. Moi aussi, comme tout le monde, je crois énormément de conneries, je pense. Euh, mais c'est ça aussi qui me pousse à faire des recherches, quoi, parce que j'ai pas envie de penser des conneries, et puis surtout parce que j'ai envie de savoir plus de trucs sur toutes ces espèces cheloues. Euh, Là encore, je suis tombé il y a pas longtemps. C'est aux F-tiers, hein, c'est pas du tout. J'ai même pas fait des recherches dessus, juste je suis tombé sur des articles sur internet que j'ai quand même un minimum cherché après, hein. Euh, Comme quoi l'un des animaux qu'on ait connu qui ait existé sur Terre le plus lourd était une baleine. Et c'était pas la plus longue pourtant, hein. On a la baleine bleue, quoi. La baleine bleue, c'est. J'ai peur de dire une connerie, mais c'est aux alentours des 30 mètres de long, un truc comme ça. Voilà, ce truc, il faisait même pas 20 mètres, hein, je crois. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais ouais, ça fait plus de 10 fois ma taille. Mais voilà, c'est tout petit en comparaison des trucs les plus grands qu'on a sur Terre aujourd'hui. Mais là, je parle pas du plus grand, je parle du plus lourd. Mais donc voilà, il y a énormément de trucs très intéressants à savoir. Si je vous dis là, par exemple, genre à partir même des trucs qu'on connaît basiquement, si je vous dis baleine,
bon, ok. Certains sauront que les baleines sont... on descend tous dans l'ancêtre commun à la toute base. Cet ancêtre commun s'est développé, a donné, en faisant très très court, des poissouses. Les poissons qui donc au bout d'un moment ont mis le nez hors de la flotte, sont partis explorer les continents. Là c'est des notions d'histoire avec un très très grand H, hein, mais tout le monde ne les a pas. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont allés faire coucou sur la terre ferme, ils ont fini par s'adapter, ce qui a donné les amphibiens, entre autres, plein d'autres trucs. Bon, les dinosaures, oui, aussi. Et puis finalement, bah, nous. Voilà. Et donc tout ça, c'est de la variété. Tout ça, c'est des trucs qui sont intimement liés, très liés, mais phylogénétiquement parlant. Ils ont un ADN qui est très proche, mais voilà. Et pourtant, ils n'ont rien à voir, quoi. Et, enfin, dû à cette évolution, donc les poissons qui sont allés sur la terre ferme, il faut savoir qu'il y en a qui n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu et qui se sont barrés. Et ben, c'est le cas de l'ancêtre des baleines. L'ancêtre des baleines, donc sous forme poissouse, on va dire, enfin la lignée des baleines sous forme poissouse est allé sur la terre ferme, a regardé quelques minutes et a fait non, ça craint. Et ils se sont barrés, ils sont retournés dans la flotte. Et c'est ce qui fait que les baleines ont la forme qu'elles ont aujourd'hui. Et pourtant, c'est juste des baleines, quoi. On ne croirait pas que. Et alors, déjà, ça, c'est impressionnant. Et maintenant, si je vous dis, parce que j'avais déjà fait la remarque à quelqu'un qui est venu en stream, que les baleines sont. Enfin, l'un des cousins directs les plus proches, si pas le plus proche des baleines, c'est les hippopotames. Ça fait pas forcément sens tout de suite, quoi. Justement parce que l'hippopotame, on va dire, c'est un animal qui descend de cette phase transitoire enfin, qui a eu lieu entre le moment où l'ancêtre de la baleine est allé sur Terre et le moment où il s'est dit que ça craignait et qu'il fallait se barrer. Ça date de par là, en fait. Ils n'étaient pas tous sûrs que c'était si nul que ça, la terre ferme. Et donc ils se sont dit, ouais, on va rester un peu, on va se mettre sur le bord. Hein. On vient plus tard. Et en fait, ils aimaient bien, donc ils sont restés là. Mais je schématise, mais c'est l'idée. Ce qui fait que les hippopotames sont restés entre les deux, quoi. Ils ont littéralement le cul entre deux lacs. Mais voilà, donc c'est pour ça ils sont et terrestres et aquatiques. Donc voilà. Et sur des trucs d'une base très simple, on peut partir très loin. Il y a énormément de trucs à dire sur tout, sur les pigeons, ouais, sur vraiment, vraiment tout, sur les algues, les limaces. Là, si je vous dis limaces, c'est pas passionnant. C'est pas passionnant, c'est pas fun. Si je vous dis limaces de mer, pour ceux qui voient ce que c'est un peu moins nul, hein, parce que c'est moins moche. Voilà. Les limaces de mer n'ont absolument pas la même gueule que les limaces de terre. Et donc bah, souvent, il y a beaucoup d'espèces de limaces de mer qui sont connues pour être un peu cute. Donc voilà, ça va, quoi. Parce on leur donne des caractères anthropomorphiques, hein, c'est-à-dire qu'on imagine qu'elles se déguisent ou quoi, parce qu'elles ont des apparences un peu bizarres, ou elles ressemblent à d'autres espèces qui sont nettement moins dégueulasses que les limaces, comme les moutons par exemple, des trucs comme ça. Et c'est ça, quoi. Et parmi ces limaces, donc on parle bien d'une limace, hein, c'est pas. En vrai, les limaces de mer, il y a beaucoup de trucs à dire dessus, mais parmi ces espèces, il y a. Je me rappelle pas du nom de l'espèce, mais il y a donc une limace qui est capable de. Il faut savoir que les animaux ne produisent généralement, je mets des pincettes, mais a priori, on va dire pas du tout, leur propre nourriture. Ça, c'est les plantes qui le font. Les plantes, avec le soleil, produisent des ressources. Et après, elles foutent rien et elles s'en jouent. J'aimerais être une plante. Mais sauf que ça, c'est ce qu'on appelle les autotrophes. C'est ce qui peuvent produire eux-mêmes leur bouffe. Et puis, il y a ceux qui peuvent pas. Bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans les plantes. Et on les mange. Et ça, c'est tout le reste du règne du vivant. Même les carnivores, d'une certaine manière. Parce que les carnivores mangent les herbivores qui mangent les plantes. Si les herbivores ont un intérêt pour les carnivores à être mangés, c'est parce qu'ils ont des ressources qu'ils ont d'une certaine manière pris à des plantes. Donc enfin, aux plantes qu'ils ont mangées, quoi. Donc finalement, ça revient même. Voilà. Donc
tout ce bordel se base sur l'alimentation produite par les plantes elles-mêmes, et voilà. Donc, en général, quand on parle d'animal autotrophe, nous on est hétérotrophe, hein, on ne produit pas notre bouffe, mais les autotrophes c'est rare. Rare, voire inexistant. Sauf que, là je vais bien parler d'une limace qui n'est pas obligée de manger toute sa vie. Elle est obligée de manger une fois à la naissance. Je ne sais pas comment ça se passe pour les larves, j'en sais rien. Mais voilà, c'est par là. Elle naît, et puis bon, bah, il faut qu'elle bouffe quand même, hein, parce que ça reste un animal comme les autres. Sauf qu'elle bouffe pas n'importe quoi. Elle bouffe une plante. Jusque-là, pour une limace de mer, c'est logique. Sauf que elle ne la digère pas. Et c'est là que c'est très fort. Il faut savoir que, bon, pour ceux qui ont quand même des basounettes, les plantes font de la photosynthèse. Qu'est-ce que c'est quoi? Bah, donc c'est le processus que j'ai dit qui sert à créer l'énergie dont elles ont besoin euh, pour pouvoir survivre. La limace de mer, enfin nous généralement quand on mange quelque chose, ça tombe dans nos intestins et après il est dissous par les sucs gastriques pour pouvoir pour que nos cellules puissent mieux absorber tout ce qu'il y a à absorber et rejeter tout ce qui ne peut pas l'être ou qui n'a pas d'intérêt à l'être. Mais chez la limace, ben non, on jette rien, ou plutôt il y a un truc qu'on doit surtout pas jeter, c'est les cellules dans l'animal qui permettent, enfin dans la plante, qui permettent de faire la photosynthèse. Donc la limace va croquer un morceau d'une feuille, sauf que dans cette feuille, il y a les cellules nécessaires à faire de la photosynthèse, et chez lui, ça ne va pas être digéré, parce que la limace de mer va l'absorber, on va dire, elle va incorporer à son propre corps les trucs qu'elle a piqués chez la plante. Et ça va lui permettre de faire de la photosynthèse. C'est une limace qui fait de la photosynthèse. Voilà, et je trouve ça trop cool. Et voilà, donc il y a la vie, il y a énormément de trucs à dire dessus, sans même aller chercher très loin. Là, pour le coup, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Mais voilà, il y a vraiment de tout. Il y a, même sur les chats. Voilà, tout, absolument tout. Il y a pas d'espèce qui soit pas bizarre. Comme j'ai dit, de base, la vie, c'est bizarre. Le simple fait que ça existe, c'est bizarre. Que ce soit maintenu si longtemps dans un monde qui était quand même fort chaotique, hein. Je vous rappelle la bazounette, la vie est apparue sur un caillou qui se faisait gangbanger par des comètes et des astéroïdes et tout ce qui allait avec. Bon, c'était quand même compliqué. Voilà, et pourtant, ça a survécu, ça a tenu le coup. Donc voilà, la vie, c'est très intéressant parce que c'est une énorme énigme. Et c'est une énorme énigme, mais c'est surtout énormément de variétés. C'est plein de petites énigmes, en fait, parce que il y a jamais, enfin, il y a plein de formes de vie qui se ressemblent parce qu'elles ont une base en commun, mais chaque forme de vie a sa spécificité, si vous voulez, et je trouve ça trop cool. Bref, donc il n'y a pas de sujet con ou de sujet pas intéressant, pas avec la vie, en tout cas, pas avec la biologie, je trouve. Il y a des sujets un petit peu plus chiants, un petit peu plus compliqués. En général, ça, j'essaie de l'éviter parce que bah, ça me gave. Moi-même, ça me gave en fait, hein. J'ai pas envie de me compliquer la vie en live. Donc voilà. C'est pour ça qu'en général, je préfère faire une petite recherche un peu à l'arrache sur des espèces avec des capacités bizarres, quoi. Et en même temps, ça me permet d'apprendre l'existence de nouvelles espèces. Donc, parce il y a non seulement il y a des espèces qui ont des capacités bizarres, qu'on apprend comme ça. Ah tiens, la limace de mer, elle peut faire ça, bon d'accord. Mais il y a surtout des espèces dont on ne sait pas qu'elles existent. Voilà, là par exemple, j'ai cité au début l'antilope avec une trompe, ça existe, c'est pas une blague. Voilà, et alors c'est plutôt un type d'animal dans mon imaginaire personnel qui date d'une époque qui est révolue depuis un moment, l'époque de la mégafaune, il y a longtemps. Fut un temps, les animaux, enfin les mammifères surtout, étaient beaucoup plus gros que maintenant. Là, au hasard, je pourrais vous parler d'un paresseux qui faisait 3 mètres de long. Oui. Le mégatherium ou le prototherium, je sais plus. C'est sûrement méga, hein. Donc, voilà. Et le prototherium, je me demande si c'est pas plus un cervidé, je sais plus. Je me souviens plus. Bref, donc ça. Et donc c'est dans la mégafaune. Et en général, bon, c'était pas des espèces qui étaient concernées par ce gigantisme, il me semble, mais ça fait partie des espèces. On voit que la vie se cherchait encore un petit peu, quoi. Des antilopes à trompe, je sais pas si vous avez vu, mais il en reste pas des masses, quoi.
Donc voilà, ça s'appelle l'antilope Saiga, elle est déjà passée dans les lives, si vous voulez aller les voir, allez voir, elles sont trop cute, mais elles ont une trompe, c'est un peu déstabilisant. Donc voilà, et c'est ça que je trouve trop cool, quoi. C'est des espèces de mix, on sait pas trop, qui a collé un éléphant sur cet antilope? C'est bizarre. Donc voilà. Et ça permet d'apprendre énormément de trucs aussi. La dernière fois, j'ai tellement dérivé que j'ai parlé de la culture chez les animaux. Chez certains, ça peut paraître évident, mais manifestement pas chez tout le monde. Les animaux ont une culture, les autres animaux ont une culture, comme nous. On l'observe pas de la même manière et elle se transmet pas de la même façon, mais ils ont une culture, bien sûr. Et voilà, donc et ça donne lieu à des trucs très intéressants. D'observer tout ça, de voir qu'on n'est pas les premiers à avoir fait de l'agriculture, par exemple. Tout ça, c'est parce qu'on a une vision du monde qui est très autocentrée, quoi. On imagine qu'on est les premiers, les pionniers dans tout, qu'on est les plus forts, et cetera. Donc c'est totalement faux. L'être humain n'invente pas grand-chose, hein. L'être humain apprend très bien, pas de ses erreurs, juste de ce que font les autres, mais voilà, l'être humain apprend très bien. Et a pas mal d'idées de comment se servir de ce qui existe déjà pour l'appliquer à soi-même. Mais il innove pas des masses, je trouve. Hein, voilà, l'agriculture, c'est pas les humains à avoir été les premiers. C'est tout ça, la création d'habitats non plus, pareil, hein, on n'est pas les premiers dans grand-chose, hein. On n'est pas si doué que ça. Et pareil, par extension, on imagine que les poissons entre guillemets, parce que c'était déjà plus tout à fait des poissons, mais bon, sont les premiers à être partis à la conquête des continents. Mais oui, mais s'ils sont partis et qu'ils avaient les capacités de survivre sur place, c'est parce que les plantes étaient déjà là. Les plantes nous ont mis une branlée assez exemplaire dans la conquête déjà des continents. Mais même pour ça, il faut imaginer encore qu'il existe plein d'autres formes de vie que les poissons, les vertébrés, hein, donc tout ça c'est des vertébrés, hein, tout ce qu'il y avait à l'époque. Il y a tout ce qui n'avait pas cette construction anatomique, donc les invertébrés, pas de vertèbres, donc tout ce qui est mollusques et plein d'autres trucs, hein, les insectes, etc. Mais ça n'existait pas encore trop à cette époque-là. Mais voilà, donc tous ces trucs-là nous ont mis une branlée aussi, hein. Ils étaient là bien avant nous. Alors ils étaient là après les plantes quand même, parce que pareil, tu veux qu'ils bouffent quoi. Mais voilà, les moustiques sont chez eux dans votre maison depuis beaucoup plus longtemps que vous. Voilà, ça nous casse les couilles, hein, mais voilà. Bref, et c'est plein de petites réflexions comme ça, je trouve, qui sont très intéressantes, parce que ça nous permet de revoir un peu notre place sur cette planète, qu'on a tendance souvent à surestimer, je trouve. Et moi j'aime bien. Voilà. Et puis on apprend aussi parfois des trucs un peu spéciaux. Voilà, sachez que les tapirs, des espèces c'est pas tout à fait ça, mais imaginez un cochon avec une trompe. Oui, les trompes. On aime bien les trompes ici apparemment. Imaginez que ce truc, parce que même le tapir, c'est pas quelque chose de connu par tout le monde. Imaginez que ce truc est très kinky. Voilà, je n'en dirai pas plus. Allez voir ma VOD sur YouTube, bien sûr. Wink, wink. Mais sachez que, voilà, hein, ouais, voilà. Et donc, voilà, il y a des trucs qu'on penserait pas de certaines espèces. Et pourtant, on n'est pas les premiers non plus dans ce qui est l'art voilà, de rendre ce qui se passe dans le lit marrant, quoi. Là non plus, on n'a pas beaucoup innové, hein. Dommage. Donc voilà, on a l'air con avec notre Kamasutra là, on ressemble à rien, ça fout un peu la honte. Donc bon, et voilà, enfin, du coup, je trouve ça trop cool. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais moi généralement ici pour parler de ça? Je propose, bah, donc déjà que vous veniez proposer des trucs, éventuellement. Heu, pour l'instant, je décide pas encore trop d'espèces dont je voudrais parler, enfin voilà, j'impose pas encore parce que, si je fais ça, j'ai pas fini, hein. Il y a énormément d'espèces, dont je pourrais parler qui me donnent un peu envie, mais je me dis que c'est quand même plus intéressant pour l'instant justement, de faire un peu au hasard, «un peu» entre guillemets,
de laisser une part de hasard dans mes recherches plutôt que de continuer à me renseigner juste sur les trucs qui m'intéressent moi, parce que ça va me gaver un peu de juste faire des recherches sur les trucs que je connais déjà à une échelle plus enfin, pour tout public, on va dire. Heu, Moi, en général, enfin, si c'est un truc que je connais déjà, je préfère faire des recherches un peu plus approfondies. Or, le but, c'est quand même que ça reste accessible un maximum à tout le monde, et s'il y a des trucs un peu chiants, que je puisse éventuellement les expliquer, sinon, bah, qu'on fasse autrement, quoi. Mais voilà. Donc je préfère essayer de faire des trucs un peu plus soft que de faire des recherches sur les trucs que je connais déjà. J'aurais envie de tracer, j'aurais pas envie de tout réexpliquer depuis zéro, je sais pas. Éventuellement, si à un moment il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, genre, 10, voilà, au hasard, 10 personnes dans le chat qui parlent, ce serait déjà incre, mais imaginons, bah, là, ça pourrait être intéressant, ouais, parce que j'aurais plein de points de vue différents, pour, heu, pour, heu, pour pour pouvoir parler du sujet. Mais là, comme généralement, je me retrouve seul à faire mes recherches et que parfois il y a quelqu'un qui vient, heu bah, j'avoue que c'est quand même plus sympa de pouvoir faire un truc, ouais, à échelle plus large, quoi. Parce que si déjà les gens qui viennent, ils accrochent pas, ils voient un mec qui est en train de se compliquer la vie avec des termes super compliqués sur des espèces chiantes, qu'ils connaissent pas, qui ont l'air, bien relous, en plus elles sont moches. Bon, voilà, ils restent pas, quoi. Moi, à la base, si je viens ici, c'est pas juste pour faire des recherches sur les bébêtes bizarres, c'est en grande partie pour ça, mais c'est surtout parce que j'ai envie d'échanger là-dessus avec des gens. Voilà, donc heu, donc voilà. Et donc oui, comment je fais? Bah, donc en général, je n'impose pas, mes recherches à moi. Je demande aux gens s'ils ont pas des idées, et s'ils en ont, bah, ils s'expriment, sinon, voilà, et éventuellement on fait des recherches dessus. Sinon, si ça veut même pas trop vers quoi m'orienter, ils peuvent toujours entrer la commande, roue, point d'exclamation roue, ROUE en minuscule dans le chat, et le bot va leur sortir normalement, enfin me sortir une liste un sujet parmi une liste de sujets que j'ai programmé à l'avance, enfin programmé, on se comprend, que j'ai fait à l'avance, et il va me sortir un sujet aléatoire parmi ces trucs-là. Quels sont les sujets? J'ai pris le plus large possible. Voilà, j'ai pris des catégories très, très larges, genre les mammifères, enfin pas les j'ai pas mis les mammifères parce que ça me paraissait un peu trop large, parce que c'est trop. Mais voilà, j'ai fait ça pour les plantes parce que je suis pas aussi calé que ça pour les plantes et j'ai peur de pas savoir expliquer. Et je me dis aussi que, les plantes, ça parle moins visuellement que les animaux, quoi. Pour des gens lambda, des plantes, c'est des plantes, quoi, qui finissent dans ton assiette, comme tes épinards, ou qui soient dans ton jardin, hein, c'est plutôt les botanistes qui vont avoir vraiment une grosse passion pour ça. Je me dis que visuellement, ça parle moins, quoi. J'en ai fait des plantes, hein, mais voilà, du coup, j'ai plutôt que de m'emmerder à faire plein de sous-catégories, j'ai fait les plantes, voilà, ce sera plus facile. J'ai mis les espèces éteintes. En général, j'essaie de faire les trucs éteints depuis longtemps, hein, genre des dinosaures. Bah, les dinosaures sont pas éteints, hein, il reste toujours les oiseaux qui sont des dinosaures, mais voilà, c'est quand même, enfin voilà, quoi. Et hem, voilà, donc j'essaie de faire des espèces éteintes depuis longtemps, des trucs, genre le Mégatherium dont j'ai parlé là, qui est éteint depuis un petit bout de temps quand même. À moins que vous ayez vu un paresseux de 3 mètres de long dans la pampa, il y a pas longtemps, mais j'ai comme un doute là-dessus. Dommage d'ailleurs, mais bon. Donc ça, et alors j'ai essayé de mettre un peu de tout, hein, voilà, j'ai mis des espèces anciennes et j'ai mis donc les animaux avec des catégories un peu plus, voilà. Donc j'ai mis des mollusques, j'ai mis des ongulés. Oui, bon, là j'ai pas trouvé de terme plus simple, c'est tout ce qui a des sabots. Voilà, même là, en vrai, c'est un terme déjà très général, mais j'ai pas pu trouver de truc, plus facile que ça. J'ai précisé, hein, dans la liste que c'est avec des sabots, mais malheureusement, il y a pas de terme, voilà. J'ai mis les poissons tous, hein, les vrais et les faux. Oui, parce qu'il y a des poissons qu'on appelle poissons, mais qui ne sont pas des poissons. Les requins ne sont pas des poissons, par exemple, et voilà. J'ai mis les primates. La dernière fois, ce qu'on a fait, c'était un primate, et voilà, quoi. Donc j'ai essayé de faire un peu large. J'ai juste pas mis les insectes parce que j'ai mes limites, voilà, c'est trop dégueu pour moi, voilà, heu
Après, je vous invite quand même à aller chercher, hein, les insectes ne sont pas moins dignes d'intérêt que d'autres trucs, mais moi je suis là pour passer un bon moment un maximum et j'avoue que me faire des heures de recherche sur les insectes, ça m'intéresse moins que tout le reste. Donc voilà, donc si vous voulez entrer la commande point d'exclamation roue en minuscule, vous pourrez demander à Nightbot de me proposer une liste, enfin un sujet parmi la liste. Et si vous voulez savoir, parce que ça fait déjà un petit temps que je fais ça, un tout petit temps, mais enfin ça fait déjà quand même quelques espèces qui sont passées là-dedans, le nom des espèces qui sont passées en live, vous pourrez taper la commande point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent, et vous aurez la liste pour savoir, vous aurez le nom normalement, le nom vernaculaire, donc le nom général, genre un chat, et le nom scientifique. On va prendre un chien parce que chat je ne le connais pas. Le chien, chien. Scientifique, ça doit être canis, canis, un truc comme ça, je sais plus. Bref, donc le nom latin, avec toute l'étymologie qui va avec. C'est deux mots, hein, mais il faut les écrire bien. Je vous invite à copier-coller si vous cherchez parce que si c'est mal écrit, genre avec des majuscules à des endroits où il en faut pas et des minuscules à des endroits où il en faut pas, malheureusement, vous trouverez peut-être moins facilement l'espèce parce que c'est un classement très, très chiant. Et il a une raison. Enfin, il y a une raison si les mots sont, enfin, si ces mots-là sont écrits d'une certaine manière avec des majuscules à certains endroits, des minuscules à d'autres. C'est pas juste pour respecter l'écriture de la langue, parce que c'est comme ça qu'on fait la grammaire, tout ça, la ponctuation, non. Enfin, si, aussi, mais c'est surtout pour. J'en avais déjà parlé, ça, par exemple, du classement de l'espèce, de comment on écrit le nom d'une espèce et comment on écrit le nom d'un genre. Euh, mais voilà, c'est un peu chiant. Et pour quelqu'un qui n'est pas initié, voilà, on se dit que c'est OSEF, mais en fait, non. Vous pourrez soit trouver plus difficilement, soit pire, pas trouver, ou trouver d'autres espèces que celles que vous cherchez. Donc voilà, la liste est là, copier-coller, c'est plus simple. Donc voilà. Et sinon, vous avez généralement, parce qu'il n'y en a pas toujours, le nom commun du truc, quoi. Genre chat, ok. Mais comme j'ai dit, ongulé, par exemple, voilà, il n'y a pas de terme plus simple, en vrai. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un peu des... J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Et voilà. Et donc oui, je vais taper la commande. Aujourd'hui, c'est enfin, un petit stream, ça fait déjà 30 minutes que je parle, mais ça va être un. Je pense que je vais faire. Généralement, je fais deux, parfois trois espèces quand je suis, quand j'ai de l'énergie. Là, j'en ai pas et j'ai des trucs à faire, donc je vais faire une espèce, je pense. Surtout ces temps-ci, il se pourrait que je fasse plutôt une espèce par jour que plus. Même si je vais certainement durer à peu près aussi longtemps que d'habitude, hein, donc probablement 2 bonnes heures. Aujourd'hui, j'essaie de faire moins quand même. Enfin voilà. Heu, voilà. Peut-être ça peut toujours durer entre une demi-heure et jusqu'à 2 heures, ça dépend si je tergiverse beaucoup ou pas et voilà. Oh! Il y a quelqu'un qui a follow! Bonjour! J'arrive pas à voir qui c'est. Mmh. Eh! Je cherche. Bon, c'est pas grave. Bah, merci beaucoup d'avoir follow! C'est très gentil. Donc voilà, qu'est-ce que je disais moi du coup? La liste, les espèces. Oui, bah donc je vais essayer de durer un petit peu moins longtemps que d'habitude, parce que ça me pompe beaucoup d'énergie et que j'ai un peu des trucs à faire. Mais donc voilà. Du coup, je sais pas depuis combien de temps t'es là. Je ne sais pas si ça fait 30 minutes que tu m'écoutes sagement parler, j'ai comme un doute. Donc voilà, est-ce que tu veux que je t'explique ce que je fais sur ma chaîne ou pas? Parce que sinon on peut juste avancer d'office, hein, mais voilà. Donc en gros, moi généralement quand même pour faire court, ce que je fais, c'est que je présente des espèces bizarres et donc généralement j'essaie de trouver des trucs un peu peu connus et avec des caractéristiques vraiment cheloues. Et donc voilà. Et du coup voilà. C'est difficilement mieux d'écrire que ça. Et, et voilà. Donc, euh, comment je fais? Ben, généralement, j'entre la commande, soit je demande au chat si tu as une envie spéciale ou quoi, qu'on parle d'une espèce particulière, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Et, et voilà. Et si t'as pas d'idée, généralement, ce que je fais, c'est que je rentre la commande point d'exclamation roue en minuscule dans le chat, qui pourra du coup m'influencer, me sortir un sujet parmi une liste que j'ai faite à l'avance pour pouvoir
avoir une idée de vers quoi on part. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ChatGPT et je lui demande, donc du coup des espèces bizarres et peu connues. Il me donne il me fait des suggestions et selon si ça me plaît ou pas, généralement j'essaie de pas skipper, mais bon parfois c'est des redites de trucs qu'on a déjà vus. J'essaye donc de pas trop skipper, mais parfois je skip quand même parce que c'est des redites. Donc selon, je vais, si ça m'intéresse, chercher, plus en profondeur, faire un peu des recherches vite fait, en live et puis voilà. Et voilà, tout simplement. Et voilà. Donc je vais rentrer la commande, si j'y arrive. Hop là, comme ça. Hop. Et si tu veux voir la liste des autres espèces qui sont déjà passées en live, donc déjà sache que j'ai une chaîne YouTube, c'est écrit sur ma page Twitch quelque part. J'ai mis un lien quelque part. Comme ça, tu as ma chaîne de VOD. Si tu veux regarder le reste, tout le reste des trucs, eh bien vas-y, amuse-toi bien. Et voilà. Et si tu veux juste savoir la liste, bah, donc tu peux taper la commande point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent et tu auras la liste de tous les trucs qui sont passés en live. Il n'y en a pas 12 000 encore, mais ça commence à s'allonger un peu. Donc ça part sur les piafs. Les piafs. Hop, taper ça là. Euh, alors. Bah donc, non, mais parce qu'il faut que je vous mette sur la bonne scène, sinon ça marchera pas. ChatGPT. Alors, la dernière fois, on avait parlé d'un primate, ce coup-ci, donc. Hop. Bon, je vais foutre ça là. Cite-moi une espèce très peu connue. Oui, parce qu'il faut insister parfois, parce que sinon il sort des trucs qui sont un peu connus quand même. Cite-moi une espèce très peu connue. Euh, bah, déjà, c'est pas mal. Qui. Oui, qui a des particularités bizarres, on va pas se faire chier non plus. Hop. Étrange, insolite. Et donc une espèce d'oiseau, du coup. Et les oiseaux, c'est franchement pas ça qui manque, un côté insolite. Entre des mix entre des oiseaux et des chauves-souris et des trucs qui ressemblent à des T-Rex, on en a eu quelques-uns. Une espèce d'oiseau très peu connu avec des capacités étranges est le kakapo. Est-ce que c'est si étrange que ça? Parce que moi je connais de nom, mais j'ai déjà regardé des tas de vidéos dessus, etc. Et puis j'ai déjà visité un ou deux musées qui en parlaient aussi. Donc je sais pas si c'est réellement si étrange que ça. Je sais pas ce que t'en dis. Mais voilà, donc je pense qu'on va quand même partir là-dessus pour faire un topo, parce que c'est vrai que c'est pas commun, ça ressemble à un genre de gros perroquet, et ça vit dans les arbres, mais bah, tu vas voir, il est un peu spécial quand même, si. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chat qui pète, c'est une espèce endémique. Alors endémique, ça veut dire qu'il vit sur l'île, enfin qui vit sur un endroit et pas ailleurs. Donc on va dire une espèce exclusive à la Nouvelle-Zélande et l'un des plus grands perroquets non volants du monde. Il faut savoir aussi qu'il a un lien de parenté assez direct avec le dodo, éteint, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis un petit bout de temps malheureusement. Euh, donc voilà. Un tout petit bout de temps malheureusement d'ailleurs, ça fait vraiment pas longtemps. Bah, enfin, il est éteint quand même quoi. Enfin, à l'échelle de ma vie, ça fait longtemps, mais genre voilà, ça fait pas si longtemps que ça malheureusement. Et on l'a déjà totalement oublié. Bref. Une espèce d'oiseau très peu connu machin, donc le Strigops abroptilus, également connu sous le nom de du perroquet hibou. C'est une espèce endémique machin. Ce qui rend le perroquet si remarquable, c'est son mode de vie inhabituel et ses adaptations uniques à son environnement insulaire. Bon, en gros, il s'est très bien adapté à là où il vit. Alors, toutes les formes de vie s'adaptent bien à là où elles vivent, parce que sinon, elles auraient disparu. Au lieu de ça, il se déplace. Non, contrairement à la plupart des couillons, il ne peut pas voler. Pas de bol. Euh, Au-delà, au lieu de Je vais arriver. Au lieu de ça, il se déplace en sautillant et en escaladant à travers la végétation dense de la forêt. C'est un animal nocturne, il est principalement nocturne, il a des caractéristiques
qui est une caractéristique inhabituelle pour un perroquet. Euh, il est plus actif la nuit, se nourrissant de fruits, de graines, de feuilles, de fleurs, dans les forêts de la Nouvelle-Zélande. Stratégie de reproduction unique. Je m'attends à être surpris. Qui inclut le lekking, où les mâles se regroupent sur des zones de parade pour attirer les femelles. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça. Le tétralyre, par exemple, c'est une espèce de poule bleue, fait ça aussi. Ils ont des arènes de parade dans les Hauts-de-Fagne. Parce que moi, je suis belge, donc pas besoin d'aller chercher forcément très très loin. D'ailleurs, j'ai participé à un stage. Oui, je pourrais le mettre sur mon CV. J'ai participé à un stage concernant oui, et c'est pour ça. La mission de repeuplement, non, de réintroduction de l'espèce des tétralyres dans les Hauts-de-Fagne. Bon, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai été installer des caméras dans les Hauts-de-Fagne, à des endroits où les gens n'ont rien à faire, hein, donc ça n'atteint la vie privée que des espèces qui sont sur place, tout va bien. Et voilà. Bon, à part fixer les caméras, ce qui m'a pris un bout de temps, j'étais pas tout seul, hein, j'étais accompagné évidemment, j'aurais jamais été accrédité à faire ça. Normalement, il faut du coup traverser les Hauts-de-Fagne dans les enfin, en coupant les caillebotis et tout, et donc tu sais pas du tout où tu mets les pieds, et puis c'est totalement interdit, hein, tu te balades pas comme ça dans les Hauts-de-Fagne en faisant du hors-piste. Donc voilà. Et, euh, Et donc oui, bah donc j'ai dû faire du hors-piste avec des gens. Qu'est-ce que j'ai vu surtout? Alors j'ai vu le cul d'un cerf de loin, de très très loin, un oiseau flou avec des jumelles pas très bien réglées, et beaucoup, mais alors beaucoup de caca de renard. Voilà, c'était pas très passionnant. Moi j'ai surtout aimé les gens avec qui j'ai parlé, parce que c'était des ornithologues et des éthologues aussi. Qu'est-ce que c'est quoi? Un ornithologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse, enfin, c'est un scientifique qui s'intéresse aux oiseaux, qui étudie les oiseaux. Et un éthologue, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, c'est quand on s'intéresse, enfin quand on étudie le comportement animal. Savoir par exemple pourquoi ton chat fait X ou X truc plutôt que d'autres, pourquoi ton chat t'emmerde à venir à te demander de lui ouvrir la porte alors qu'une fois que tu lui ouvres, il sort pas, par exemple. Voilà, tous ces trucs-là. Et puis, bah, ça va beaucoup plus loin, hein. Pourquoi des animaux ont l'air de pas aller très bien, par exemple, ils tombent en dépression, alors qu'ils sont entourés, qu'ils ont des activités, etc. Qu'est-ce qui fait que, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont l'air de se sentir rejetés? Bah, essayer de comprendre le comportement de l'animal, et voilà. Et donc, pour le coup, c'était des gens qui faisaient les deux, c'est-à-dire qu'ils étudiaient l'espèce des animaux et ils leur servaient. C'est pas vraiment de psy, c'est pas vraiment être psychologue non plus à ce stade-là, mais c'est vraiment essayer de comprendre comment l'espèce fonctionne en regardant son comportement et ses interactions avec le monde qui l'entoure. Donc voilà. Euh, et donc oui, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça, de pouvoir enfin, parler avec des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, quoi, parce que bah, à ce moment-là, moi j'étais encore au secondaire et je cassais les couilles aux gens. Moi, apparemment, savoir que les tapirs se mordent les oreilles quand ils se reproduisent, ou qu'il existe des antilopes avec des trompes, les gens, ça les emmerde apparemment. Moi, je trouve ça dommage, mais moi, j'adore, je peux parler de ça pendant des plombes. Donc, voilà. Du coup, j'étais très content de pouvoir trouver des gens aussi tarés que moi avec qui je pouvais parler finalement. Donc c'était plutôt bien. Et voilà. Mais à part mettre des caméras, concrètement, j'ai pas fait grand-chose, hein. Alors, pour revenir au perroquet. Donc, le lekking. Donc oui, alors il faut savoir du coup que les tétralyres, l'espèce qu'on essaye de réintroduire dans le Haut-de-Fagne, elle n'avait pas disparu, mais la population se portait vraiment pas bien, quoi. Donc, dans les Hauts-de-Fagne, c'est une réserve naturelle, hein, je fais tout dans le désordre, mais bon, c'est une réserve naturelle qu'on essaie de préserver. Et donc, dedans, il y a plein d'espèces qu'on essaie de préserver. Et la tétralyre, oui, c'est un gros poulet bleu. Euh, un gros poulet bleu qui a besoin oui, de barader sur des arènes pour pouvoir se draguer. Donc ici, c'est la même idée, quoi. Yep. Donc ici, pareil, il se fout au sol et il drague.
De plus, le kakapo est connu pour sa capacité à produire des super œufs, qui sont souvent les plus gros œufs des autres, plus gros que les œufs des autres espèces d'oiseaux. Mais du coup, par rapport à un œuf d'autruche, parce quand je dis qu'on est sur un gros perroquet, on est sur un gros perroquet, hein, mais une autruche, c'est pas le même type de, voilà quoi. C'est pas aussi gros que ça quoi. Longévité, le kakapo est un des oiseaux les plus longs. Est l'un des oiseaux les plus longs vécus. Voilà, c'est ChatGPT, hein, ça arrive. Donc l'un des oiseaux qui vit le plus longtemps avec une espérance de vie pouvant dépasser 90 ans en captivité. Ça fait un bout, enfin ça fait ouais, c'est pas mal quoi. En raison de son statut de conservation critique et de son ça veut dire qu'il se porte pas très bien et de son mode de vie unique, le kakapo est devenu un symbole de la biodiversité menacée de Nouvelle-Zélande et fait l'objet d'efforts intensifs de conservation pour sauvegarder cette espèce remarquable. Il me semble qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus parce que on n'arrive pas à le faire enfin bref, voilà, on n'arrive pas à le faire baiser. Il y a pas mal de complications avec le kakapo. Tiens, c'est la première fois qu'il m'a pas donné le nom étymologique, je crois. Ah non, c'est bon, j'ai le Trigops adroptilus, il me l'a donné. Gna gna, en raison de bataille, oui, donc c'est la galère. Ok. Oui, bon, en même temps, le kakapo, c'est pas besoin d'une scientifique pour le trouver, je pense, celui-là, ça va. Hop. Alors, pour te remontrer à quoi ça ressemble. Ah bah, elle est nickel cette photo-là. Vas-y, Google, tu peux le faire. Courage. Ok, je vais déjà afficher la somme, celui-là, il n'y a rien de bizarre. C'est cette cam-là. Voilà. Gros piaf, hein, quand même. Elle est nickel cette photo-là. Donc voilà, c'est un gros perroquet, quoi. Si, c'est un perroquet. On n'imagine pas forcément le haras bleu, là, comme ça, mais si, c'est des cousins. Donc ça, et voilà, c'est un gros piou-piou vert bien dodu qui ne vole pas, quel flemmard, et, euh, et qui vit dans les arbres. Hop. Alors, donc, je vais essayer de checker les différents points que ChatGPT a donné quand même pour être sûr de ce qu'il dit. Une espèce endémique machin, bon ça oui, vous n'avez pas besoin de checker 300 ans, ça je le sais. Ce qui rend le kakapo remarquable, c'est son mode de vie inhabituel et ses adaptations uniques à son environnement insulaire. Voici quelques caractéristiques étranges du kakapo. Il peut pas voler. Bon, on peut toujours chercher pourquoi il peut pas voler, mais enfin c'est certainement parce qu'il a des trucs dans ses, enfin il a pas certains trucs dans ses ailes qui feraient qu'il en aurait besoin, quoi. Vol. La seule espèce. Oui, attendez. Hop. Voilà. C'est la seule espèce de perroquet incapable de voler dans le monde, répertorié en tout cas, qu'on connaisse quoi, et le seul oiseau incapable de voler à avoir recours à un lek pour sa parade nuptiale. C'est un oiseau qui vole pas et qui a besoin incapable de voler. Oui, c'est un oiseau qui, parce que les tétralires volent justement, donc c'est bizarre parce qu'elles aussi elles font du lekking, donc enfin elles se draguent sur des parades, sur des arènes de parade. Mais oui non, celui-là c'est le seul oiseau qui peut pas voler qui se drague sur des arènes au sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour se draguer sur des arènes, il faut se voir de loin. Donc pour un oiseau pas très adroit, parce que je te cache pas qu'il est pas très adroit, un peu lent et qui vole pas, descendre au sol sur une étendue bien vaste où tu es visible de partout, bon, voilà, on a vu mieux comme stratégie de survie, quoi. Mais lui, il le fait. Enfin, le dernier qu'on connaissait qui faisait ça, c'était le dodo, quoi. Ça lui a pas super bien réussi. Les mâles se rassemblent librement dans une arène et combattent les uns contre les autres pour attirer les moufs. Alors. Hmm, Geo.fr qui en parle. Je vérifie qu'il n'y a pas de photos de trucs que je peux pas montrer sur Twitch. Non, ça devrait aller. Alors, hop. Comme Google. Donc, il s'appelle le kakapo, également appelé le perroquet hibou.
C'est le seul perroquet incapable de voler au monde. Si on vous parle de piaf, vous imaginez facilement un gracieux animal s'élevant vers le ciel, les ailes déployées, ou une autruche, mais on n'aime pas les autruches, ou un casoar, mais on n'aime pas les casoars non plus. Euh, Pourtant, tous les oiseaux ne savent pas voler. Certains sont tout simplement devenus trop lourds, ou n'ont plus les ailes suffisamment puissantes pour leur faire quitter la terre ferme. C'est le cas du kakapo. En fait, c'est juste un gros lard, c'est pour ça qu'ils veulent pas. Euh, Son espèce endémique de Nouvelle-Zélande, cette espèce endémique de Nouvelle-Zélande, donc qui vit uniquement en Nouvelle-Zélande, est reconnaissable, enfin dans le monde sauvage en tout cas, est reconnaissable à son plumage jaune et vert, son disque facial, donc ça c'est parce qu'il a une espèce de fresque au niveau il a un disque facial quoi. Tu vois, regarde en dessous, ça fait un disque, un peu comme chez les chouettes en fait, ça fait un rond au-dessous du. Cette espèce machin, reconnaissable à son plumage, a un aspect qui lui donne davantage les allures de hibou que de perroquet. Du coup, le disque, c'est ça, le fameux disque, son gros bec et ses courtes pattes. D'où son surnom en anglais, le Owl Parrot. C'est un perroquet chouette. Euh, mais le kakapo se distingue aussi et surtout par sa particularité insolite qu'il est le seul perroquet au monde qui ne peut pas voler. Avec un poids pouvant atteindre jusqu'à 4 kg à maturité, pour une longueur avoisinant les 60 cm, on s'en fout. Il fait 4 kg quand même, hein, et ça bouffe que des fruits. Ses ailes très courtes sont insuffisamment puissantes et solides pour pouvoir permettre de le faire décoller. Donc il a les ailes atrophiées, trop petites, hein, et il a du poids à brûler, là. Il a du gras à perdre un peu là. Euh, et, euh, et voilà quoi. Et ah oui, alors du coup, elles sont peut-être plus assez solides. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne sais pas. Ça peut être dû à plein de raisons. Voilà. Décoller selon les scientifiques, cette évolution pourrait s'expliquer par l'absence de prédateurs terrestres naturels, comme le dodo. Du coup, ce serait la même raison. Le dodo, je rappelle que c'était un oiseau qui pondait ses œufs au sol, qui était curieux parce qu'il n'était pas menacé sur son territoire. Il n'avait pas forcément l'habitude qu'on lui mette des tas d'espèces qui en veulent à sa vie, hein, juste à côté de chez lui. Donc il pondait un œuf péniblement, un œuf bien sûr, il pondait un œuf, il pondait un œuf péniblement tous les X temps, c'était quoi, je mesurais en années, je sais plus. C'était compliqué déjà d'avoir des œufs de dodo et, euh, et surtout il les pondait au sol. Il n'a même pas besoin de nuit, on s'en fout, hein, juste comme ça, pouf. Et alors par contre il faut le couver l'œuf quand même, mais parce qu'il y avait rien, il y avait aucun prédateur pour venir emmerder les dodos. En fait, ils étaient tellement grands, c'était les animaux les plus grands de leur île. Personne pour les emmerder donc. Ici, c'est pareil. Enfin, c'est pas les animaux les plus grands de leur île ici, mais ils sont grands quoi. Donc on vient globalement pas trop les faire chier, j'imagine. Voilà. Et donc il y avait les dodos qui pouvaient pas voler. N'ayant pas besoin de fuir les menaces en s'envolant, l'oiseau même, de même que ses ailes, se serait adapté à vivre sur la terre ferme. Pas besoin de voler quand on peut juste rester son cul par terre. Marcher plutôt que voler. Inutile donc d'imaginer ce volatile corpulent s'élancer dans les airs, il en est incapable. Il se contente généralement de se déplacer sur ses pattes avant. Sur ses pattes, la tête en avant. Des pattes qui sont d'ailleurs relativement puissantes et qui font de lui un excellent marcheur et un bon grimpeur, ce qui ne l'empêche pas d'agiter ses ailes de temps en temps. Grâce à ses ailes, l'oiseau peut même se parachuter et planer sur de courtes distances. En fait, il a une paravoile plus que des ailes. Autant de capacités qui lui permettent de fureter à droite et à gauche pour collecter les plantes, les graines, les fruits dont il se nourrit. C'est un végétarien exclusif, donc il bouffe que des fruits, enfin des plantes, en tout cas. De préférence de nuit, puisque l'espèce est principalement nocturne. C'est d'ailleurs de là que vient son nom kakapo, qui est issu de la langue maori et signifie perroquet de nuit. Donc c'est un perroquet de nuit qui ressemble à une chouette. On va les cumuler. Hein. Euh, Chez Maori, l'oiseau occupe en effet une place importante. Il a longtemps été chassé pour sa viande, ses plumes et était aussi gardé comme animal de compagnie. Il faut dire que le perroquet n'est pas très difficile à attraper. En guise de défense face à un danger potentiel, il se contente de se figer, espérant peut-être ainsi échapper à l'attention. En outre, l'animal est plutôt de nature curieuse et est connu pour s'approcher facilement des humains. C'est là qu'on reconnaît un peu le cousinage avec le dodo, quoi. Parfois un peu
trop d'ailleurs, comme a pu le constater le zoologiste Mark Cawardine lors d'un tournage pour la BBC. Euh, Car un mâle n'a pas hésité à lui grimper sur la tête pour lui faire plus ample connaissance. La singularité du kakapo est de se limiter aux caractéristiques précédemment écrites. Il se distingue aussi par des... Et loin de se limiter, je lui arrive, ça voulait rire, est aussi, donc machin, il peut aussi faire d'autres trucs très cocasses, comme dégager une odeur de renfermé sucré. Bah renfermé, je peux le faire aussi, hein, mais bon, d'accord. De se lancer dans une compétition de séduction pour gagner le cœur des femelles. Non, c'est là, il me met hors jeu. Dommage. D'émettre divers cris dont certains s'apparentent à des légers booms et d'avoir une très grande longévité d'au moins 60 ans. Bon, 60, 90, on sait pas trop, mais enfin, il vit longtemps, quoi. Et de fils, le sujet marrant, sauver le kakapo de l'extinction. Difficile cependant de parler de ce drôle animal sans évoquer sa situation dramatique. Alors qu'il était autrefois considéré comme l'un des oiseaux les plus communs de la Nouvelle-Zélande, sa population s'est cassée la gueule jusqu'à atteindre 51 individus au milieu des années 90. J'arrive pas à articuler aujourd'hui. À l'origine du déclin, les activités humaines et les espèces introduites par l'homme, rats, chats, hermines, se sont attaqués aux perroquets sans défense et à leurs œufs. Donc c'est comme pour le dodo, c'est la même chose. Sauf que celui-là n'est pas encore tout à fait éteint. Ce constat a fait figure de sonnette d'alarme pour le département de la conservation néo-zélandais qui a mis en place un vaste programme pour empêcher voilà, le kakapo de disparaître. Les perroquets ont été déplacés dans des zones sans prédateurs et des efforts ont été menés pour les aider à se reproduire. Près de 30 ans plus tard, le bilan est plutôt positif et l'espèce se porte un peu mieux. Les effectifs font désormais état de 205 individus, c'est incroyablement peu. C'est vraiment, c'est peu quoi. Genre quand on a 10 000 individus, généralement c'est la Hesse quoi. Donc là, 205, c'est ouais. Du coup, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas eu de mal à les déménager. Oui, si on avait vu que ça atteignait jusqu'à 51 individus, c'est logique. Enfin, passer de 51 à 205, c'est bien. C'est loin d'être assez, mais c'est bien. Enfin, c'est un début. Selon le dernier décompte communiqué, machin. D'accord. Donc ça, a priori, c'était chaud, mais ça commence à être moins pire. L'avenir du kakapo n'est pas sauvé pour autant. Bah, 205 individus, quand on en compte 10 000, déjà, c'est vraiment très très chaud et on est très mal barré, quoi. Là, 205. 205, quoi. Bon, voilà. Donc il est loin d'être sauvé parce que repeupler l'espèce est loin d'être une tâche aisée. Celui-ci ne se reproduit que tous les 2 à 4 ans et lorsqu'elle le fait, moins de 50% des œufs s'avèrent fertiles. Ils bordent mou. En 2019, les scientifiques se sont ainsi réjouis d'avoir une saison exceptionnelle, enregistrant 249 œufs pondus et 89 éclosions. Malheureusement, une épidémie d'une infection appelée aspergillose s'est déclenchée peu après et a tué 9 spécimens, d'après le bilan réalisé en février 2020. Les efforts se maintiennent donc pour empêcher le kakapo de crever. Youpi. Bon, bah, voilà, c'était la partie fun. Donc ils veulent pas. C'est un piaf qui veulent pas. Il y avait quoi d'autre? Nocturne. Bon, Nocturne, on a vu, hein, il bouffe la nuit. Stratégie de reproduction unique. Ah oui, le Leking. Donc Kakapo Leking. Si. Hop. Non, je paierai pas 14,97 € par mois. Laisse-moi tranquille. Leking. Bah, je trouve rien. Enfin, je trouve rien. Il n'y a pas de site. Ça commence bien. Bah, donc, Parade. Aussi appelé truc. C'est le seul espèce machin. Est-ce qu'ils veulent non? Ou qu'on envoie? Est-ce qu'il est intelligent? Cette question. J'ai passé tout un live, je crois que c'était hier, peut-être avant-hier, à expliquer que les animaux. Non, c'était il y a plus longtemps que ça en fait, c'était sur un poisson. Que les espèces ne sauraient pas être stupides, l'évolution ne les aurait pas gardées. Donc, bon, d'accord. Il y a des articles putaclic évidemment.
Gna gna gna. Donc il y a le temps qui en parle. Évidemment, l'article n'est pas disponible dans son intégralité, mais est-ce qu'on peut pas voir des trucs quand même? Non. Ah! Oui, mais c'est Wikipédia. Je préfère essayer d'éviter les sources Wikipédia, hein, c'est pas top. Ah, Animalia! On connaît ça. C'est pas trop mal ça, normalement. Alors, ah oui, on a tous les oui, oui, on a tout. Enfin tout, je sais pas, mais enfin on a tout le classement phylogénétique. Déjà quant à ça, c'est que les gens sont investis, donc c'est bien. Ici, là. Alors, donc voilà, ici, pour l'instant, c'est peut-être pas forcément des données à jour, mais enfin voilà, taille de la population 149. Donc ça varie, hein. Mais ça a l'air de se recasser la gueule un peu, hein. C'est la seule espèce du genre machin de la sous-famille des trucs. Son nom signifie perroquet de nuit en maori. Il possède un plumage jaune vert marbré, un disque facial constitué de plumes sensorielles ressemblant au vibrisses. Il y a des moustaches. Enfin, il a des plumes staches. Euh, Certaines caractéristiques le rendent unique en son genre. C'est le seul perroquet non volant du monde et le plus lourd. Il est herbivore, a visiblement un dimorphisme sexuel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand entre les mâles et les femelles, il y a une différence anatomique autre que les parties reproductrices, les parties génitales, quoi. Chez certaines espèces, par exemple, il va y avoir des différences de couleur, des différences de taille de certaines parties du corps. Ici, le dimorphisme sexuel, c'est une question de taille. On y revient toujours, hein. Un faible taux de métabolisme de base, le mâle ne prend aucun soin de sa progéniture et est le seul perroquet à avoir un système de reproduction de type lek polygyne. Alors, gyne, on avait déjà vu un polygyne, etc. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois qu'ils ont la possibilité de s'accoupler. Donc déjà, lek, c'est-à-dire qu'ils se draguent sur des arènes de parade. Et polygyne, c'est pour dire alors ils peuvent se reproduire. Il faudrait que je revoie le truc. Ils peuvent se reproduire avec différentes femelles, mais une à la fois, je crois. En gros, ils peuvent se marier, puis divorcer et s'en taper une autre. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Un polygone, non, c'est pas exactement ce que je cherche, mais c'est pas grave. Euh, Google fait un effort, pitié. Voilà, reproduction. Non, c'est toujours des polygones, ça, c'est pas ce que je demande. Il y tient à ces polygones, lui. Métabolisme de base. Ah, j'ai oublié un Y. J'ai oublié le deuxième. Hop. Le système, mais je m'en fous de l'écureuil roux, est polygyne, c'est-à-dire qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles et inversement. Non. Du coup, c'est bien plus un harem. Quelle est la différence? Un harem. La polygamie et la polygynie, quelle est la différence? Chez l'humain, la polygynie est une forme de mariage où l'homme épouse plusieurs femmes. C'est le cas le plus courant de polygamie, le fait de contracter plusieurs unions. L'autre étant la polyandrie, du coup, du fait de se taper plusieurs hommes en même temps quand on est une femme. Enfin, c'est ce qui est écrit. Après, je sais pas par rapport à l'identité de genre, moi je vous parle de côté sexe, quoi. Quels sont les animaux polygames? Je m'en fous. La polygynandrie. Euh, Bon. En gros, il se tape plusieurs femelles quand même. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, Donc, il est polygyne et il parade sur des arènes de parade pour pouvoir draguer des beaufs et dissuader les autres mâles. Il est aussi probablement l'un des oiseaux le, non, ayant la plus longue espérance de vie du monde. Son anatomie est caractérisée par de l'évolution des oiseaux sur les îles océaniques avec peu de prédateurs. Donc c'est normal s'il est grand, quoi. En gros, il n'y a pratiquement personne pour venir l'emmerder, parce qu'il est grand, mais aussi parce qu'il n'y a pas grand monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gigantisme insulaire.
Il y a aussi le nanisme insulaire. Il faut savoir qu'il y a eu des pachydermes, donc des éléphants, qui, dans le temps, hein, pas hier, ont migré en passant par la mer, sauf que la mer s'était retirée, donc ils sont arrivés à une île, puis la mer est revenue, donc ils étaient baisés, et donc ils ont dû évoluer sur cette île, sauf que ils étaient un petit peu grands, et pas beaucoup de place. Donc ils ont évolué de manière à ce que enfin, évoluer. C'est pas un concept magique, hein, l'évolution, je préfère le rappeler quand même. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'individus de cette espèce qui sont morts parce qu'ils étaient trop gros, qui prenaient trop de place, et ceux qui étaient plus petits s'en sortaient mieux. Donc à terme, on s'est retrouvé avec des espèces qui étaient énormes à la base, et qui à la fin sont toutes petites, qui font genre la taille d'un chien. Et c'est arrivé avec certains éléphants à certains endroits du globe, et voilà. Donc ça c'est le nanisme insulaire par opposition au gigantisme insulaire. On arrive quelque part, et on est un peu grand, où on se rend compte qu'on peut prendre un peu plus de place. Voilà, ici, il a pris de la place. Euh, Son anatomie est caractéristique de l'évolution des oiseaux sur les îles océaniques avec peu de prédateurs. Donc ici, il est grand parce qu'il n'y a personne et parce qu'il peut se le permettre. Il a donc un physique généralement plus robuste avec augmentation du rendement thermodynamique au détriment de sa capacité de vol. Il est plus grand, il est plus gras aussi, il est plus gros quoi, mais du coup, il vole plus. On l'emmerde plus, parce qu'il est plus grand que la majorité de ce qu'il y a sur place, donc on l'emmerde pas. Par contre, il vole plus. Réduction des muscles, des ailes et bréchet, je sais pas ce que c'est, atrophié sur le sternum. Bon, il a des parties du corps qui sont devenues beaucoup moins efficaces qu'avant. Il a plus besoin d'avoir toutes ces mécaniques-là pour se défendre, en fait. Parce que se défendre de quoi? Et du coup, fatalement, la raison pour laquelle il a envoyé l'extinction, bon, hein, c'est nous, quoi. On va y revenir de toute façon, mais voilà, j'imagine que ça, enfin, je vois difficilement ce que ça peut être d'autre, hein. On détruit son environnement, il peut plus baiser, il baise plus, il meurt. Voilà. Euh, Son physique, machin, avec donc, oui, donc plus gros, donc était plus gras, donc il tient, enfin, il a plus chaud, quoi. Et une nourriture en abondance, au détriment de ses capacités de vol. Le kakapo était historiquement important pour les Maoris, peuple indigène de Nouvelle-Zélande apparaissant dans plusieurs de leurs légendes et de leur folklore. Il a été chassé et utilisé par les Maoris, mais à la fois pour sa viande comme pour sa viande, qui était utilisé aussi pour ses plumes pour fabriquer des vêtements de grande largeur. Il a également parfois servi d'animal de compagnie. Alors, bon ça, globalement, on l'a dit. Alors voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et hop, géographie. Donc la Nouvelle-Zélande, hein, j'ai dit qu'il était endémique de là-bas, donc c'est que là-bas qu'on le trouve. Ça, c'est pas bien compliqué. Puis voilà. Pour évoluer dans une niche écologique normalement occupée par diverses espèces de mammifères. Les seuls mammifères non marins originaires de la Nouvelle-Zélande sont trois espèces de petites chauves-souris. Avant l'arrivée de l'homme, le kakapo peuplait les trois îles principales de la Nouvelle-Zélande. Celui-ci dans une variété d'habitats depuis le niveau de la mer jusqu'en haut des montagnes, y compris les zones couvertes de Toussac, les fruticées, les zones côtières. Il a également habité les forêts, y compris celles qui sont dominées par les podocarpacées. Bon, ça, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Les podocarpes. Donc, il y a pied dedans, podo, pied, mais. Enfin, pod, pied. Après, je sais pas. Dans ce truc-là, les couloirs d'avalanche et les débris d'écroulement, oui, avec une végétation en régénération et une forte fructification, comme lui, qui est un arbre, et ça, c'est un arbre aussi, et tout ça, là, c'est des arbres, je pense, étant connu en tant que jardin du kakapo. Il habite dans des belles forêts, quoi. Justement, les forêts, parlons-en, il vit dedans. Fruticées, bah, donc des endroits qui font des endroits avec plein de bosquets à fraises, quoi. J'exagère, mais c'est l'idée. Plein de coins à fruits. Surface agricole utilisée, biome anthropique, climat tempéré. Bon, il vit dans des forêts pas trop froides, quoi. Alors, habitude et mode de vie. Il n'est pas migrateur vu qu'il est endémique d'une île où il reste dessus tout le temps. Logique qu'il migre pas. Euh,
Le bec du kakapo est adapté pour un fin broyage des aliments. Pour cette raison, le kakapo a un gésier relativement petit par rapport à d'autres oiseaux de sa taille. Alors c'est rapport au... Le gésier, je sais plus si c'est la bouche ou les intestins. Il est végétarien et se nourrit de plantes indigènes, de graines, de fruits, de pollen et même de l'aubier des arbres. Il bouffe des arbres et des fruits, quoi. Une étude en 84 a identifié les 25 espèces de plantes servant de nourriture au kakapo. Il est particulièrement friand du fruit du Dacrydium cupressinum. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un conifère. D'accord. Bon, c'est un arbre, hein. Franchement, ça ressemble juste à un arbre. Pas grand-chose à vous montrer ici, je pense. Ça ressemble à un arbre. Voilà. Dont il se nourrit exclusivement pendant la saison où il est abondant. Le kakapo a l'habitude caractéristique de saisir une feuille ou fronde avec une patte et de déchirer les pattes nutritives de la plante avec les parties nutritives de la plante avec son bec, j'imagine, j'ai perdu ma ligne, mais avec son bec, laissant une boule de fibres indigeste. Désolé, j'arrête pas de bouger, mais je suis éclaté moi cette semaine. Ces amas de petites fibres végétales sont un signe distinctif de la présence de l'oiseau. Quand on voit qu'il y a des tas de morceaux de bouffe répandus par terre, on se doute que c'est lui, quoi. Il semble que le kakapo emploie des bactéries dans la partie antérieure de son système digestif qui fermentent la matière végétale et l'aide à sa digestion. On fait pareil, hein. La flore intestinale, si ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. On a des tas de bactéries dans le bide qui nous aident à digérer. Voilà, ça nous facilite la tâche. Le kakapo est la seule espèce de perroquet incapable de voler, on l'a dit. Alors, pour la parade, les mâles se rassemblent librement dans une arène et se combattent les uns les autres pour attirer les meufs. Les femelles écoutent les mâles lors de la parade et choisissent leur compagnon en fonction de sa qualité. 5 sur 10, 6 sur 10. Les mâles et les femelles s'accouplent. Non, les femelles ne sont d'aucune façon poursuivies par les mâles. En gros, elles font leur marché, quoi. Ah, celui-là, il tape bien, celui-là, il est bien foutu, ouais, je prends celui-là. Les mâles et les femelles se rencontrent uniquement lors de l'accouplement, le couple ne créant pas de lien durable. Hélas. Effectif des populations. Ah. L'espèce est grandement menacée. Le kakapo figure sur la liste des espèces de l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Il fait l'objet d'un plan de sauvegarde de la part du département de conservation néo-zélandais où il se trouve du coup, parce que c'est en Néo-Zélande. En Néo-Zélandie, voilà, c'est par là. Gna gna gna. Tendance démographique croissante en danger critique. Oui, donc il se porte, enfin, il y a de plus en plus d'individus, mais il y en a tellement peu que, on l'a déjà dit, hein, 205, quelque chose comme ça, ou même 150, c'est ridicule, hein, c'est inexistant. Du coup, il est en danger critique. À savoir que le prochain état possible, c'est éteinte à l'état sauvage, donc on l'aura disponible que en captivité, ça veut dire dans les eaux, et après, bah, il sera juste éteint tout court, quoi. Donc voilà, ça c'est concernant, hop, c'est concernant les aspects qu'on a déjà vus. Il est nocturne. Le Lekking, donc oui, il se drague dans des arènes de combat. Euh, et la longévité, c'est le dernier point que j'aimerais bien un peu éclaircir parce que personne n'a l'air de vraiment dire la même chose. Hop. Capot, longévité du coup. 60 ans. Voilà. Sur Google, le premier truc qui sort, c'est 60 ans.
Et ici, sur MyCanal, il est dit qu'il peut vivre 90 ans. Donc voilà, personne n'a vraiment l'air d'accord. Mais enfin, c'est la deuxième fois qu'on voit le même type de chiffre, hein. C'est entre 60 et 90. Les gens sont pas trop sûrs. C'est au moins l'un ou l'autre, si pas entre les deux. Mais enfin, voilà, c'est quand même plutôt rassurant de voir que les chiffres se répètent, quoi. Alors, non, ça c'est pas trop enfin, c'est pas sûr, quoi. Faune sauvage. Est-ce que tu en parles correctement, toi? Mhm. L'acteur photographe Truc a pu se rendre en avril dans un centre temporaire aménagé de l'île du Sud afin d'accueillir les poussins de cette saison nécessitant un suivi attentif. D'accord. Bof, hein. Donc voilà, la longévité, là par exemple, RTS.ch, je sais pas ce que c'est, dit que ça peut aller de 80 à 100 ans. Enfin, globalement, ça se situe entre 60 et 100, hein. Les 60 et 90, hein. Les gens savent pas trop, mais chacun y fait un petit peu de son ombre, mais bon. Hop, voilà. Euh, Ici, c'est dit un trésor de l'évolution, voilà. Il y avait 51 individus quand la population s'est cassée la gueule. Aujourd'hui, on en compte 210. Je ne connais pas la date de ce truc-là non plus. Ah bah le 21 mars 2020, donc ça fait 4 ans. Euh, Les mères sont sous énorme pression pour nourrir leurs petits sur une longue période. Elles ont dû aller cueillir une gigantesque quantité de baies à ce stade de la saison de reproduction. Elles perdent beaucoup de poids. Les femelles pesaient à peine plus d'1 kilo. Peut-être 1,1 ou 1,2. Certaines mères avalaient l'équivalent de 5, voire presque 6 fois 6 kilos de poussins dans leur nid. Donc elles nourrissaient des oiseaux qui étaient beaucoup plus grands qu'elles-mêmes. Waouh. Quant au mâle kakapo, c'est un énorme branleur. Il occupe absolument pas les nids ou les nids de ses petits. Il s'occupe pas du coup des nids de ses petits. Sa seule mission, la baise. Pour cela, il boom. Voilà, c'est écrit quoi. Il produit un son très grave. Oh bah, mais encore quelqu'un. Bonjour, bonjour. Qui es-tu? Je te cherche. Baise Zozo, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc j'ai bien réglé mon son ce coup-ci, j'ai entendu l'alert follow, je suis content. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Hop. J'étais en train de parler du kakapo. Je sais pas si tu connais. C'est un gros oiseau. C'est un perroquet de, je crois qu'on avait dit 4 kilos. C'est un gros, gros piaf. Tu fais quoi de beau? Ben voilà, donc j'observe. Là, en fait, généralement, ici, j'essaie de présenter des espèces un petit peu bizarres et peu connues de préférence parce que j'aime bien, moi, poser tout. Enfin, j'ai pas d'études ou quoi derrière, hein, juste j'aime bien faire des recherches un peu sur tous les trucs bizarres du monde vivant. Et voilà. D'ailleurs, si tu veux savoir quelles autres espèces sont passées en live, on en a fait quelques-unes qui étaient un peu cheloues. Tu peux taper la commande Pokédex dans le chat, point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent. Et tu verras la liste de tous les autres trucs avec les noms. Généralement, c'est plutôt les noms communs que je mets en premier, mais quand il n'y en a pas, je suis obligé de mettre juste le nom de l'espèce qui est un petit peu plus chiant. Mais c'est là. Et voilà. Et comme ça, tu auras tous les autres trucs. D'ailleurs, tous mes lives sont dispo sur ma chaîne de VOD YouTube parce que Twitch ne peut pas les garder. Donc voilà. Et donc voilà, je présente un peu des espèces bizarres. Généralement, je demande au chat s'ils ont une idée. S'il n'y a pas de chat, j'entre moi-même la commande roue, point d'exclamation roue, pour faire tourner la roue des espèces. Parfois, le chat peut le faire lui-même s'il veut, hein.
et comme ça me donne un sujet automatique duquel je pars. Après, je demande à ChatGPT, en se basant sur la liste du sujet, genre par exemple les oiseaux, hein, comme on a fait tout à l'heure, et je lui demande du coup de me sortir une espèce bizarre avec des capacités, enfin peu connue avec des capacités bizarres. Et là, on est tombé sur le kakapo, qui est un gros perroquet qui vole pas, ce qui est assez rare, et il est, assez proche du dodo, une espèce éteinte aussi malheureusement. Et voilà, le kakapo, douille un peu ces temps-ci, malheureusement parce que, bah, pour un peu les mêmes raisons que le dodo en fait. C'est un gros piaf qui vole pas et en plus il peut pour se draguer, il parade au sol. Voilà, heureusement qu'il y a pas beaucoup de prédateurs sur place, hein, parce que et donc voilà, c'est ça que je fais ici, je présente un peu des espèces bizarres et je vais demander à ChatGPT de m'aiguiller un petit peu sur mes recherches et une fois que j'ai trouvé une espèce qui me paraît sympa, je fais les recherches en live et je montre un peu aux gens, tout ça et ça m'arrive très souvent de divaguer sur plein d'autres trucs, genre j'avais déjà je ça souvent en fait, souvent, je dérive sur plein de trucs, mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. J'avais réexpliqué ce qu'était un primate, parce que j'étais déjà tombé sur des gens en live qui disaient, pas sur mes lives à moi, mais qui disaient que les humains n'étaient pas des primates, alors que si, 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 totalement. Enfin, il y avait deux trois trucs comme ça qui, je pense, doivent quand même être reprécisés. Et donc voilà, moi c'est surtout ça que je fais ici. Je dérive beaucoup, je divague, j'explique que les poissons sont pas bêtes, j'explique que les requins sont pas des poissons. Voilà, moi je suis l'emmerdeur par définition. J'adore dire, j'adore faire remarquer aux gens qu'ils ne savent pas les trucs sur le monde vivant. Voilà. Et donc voilà, moi c'est surtout ça que je présente ici. Si tu veux qu'on parle d'une espèce d'ailleurs, hein, n'hésite pas à proposer. Hein. Si tu as des idées, moi ça m'intéresse. Là, on avait plus ou moins fini. En plus, sur le Kakapo 1, il était question des arènes de combat. Euh, Ouais. Oui, on parlait du mâle qui branle rien. Voilà, la femelle doit s'occuper des petits et le mâle il part acheter des clopes. En gros. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et, euh, et donc oui, je t'ai dit, j'ai fait toute une liste pour les espèces. J'ai pas d'études ou quoi derrière moi, mais j'ai quand même des bazounettes un peu plus poussées que la personne lambda. Donc, en général, j'essaie quand même un petit peu d'expliquer ce qui est explicable, quoi. Genre, quand on tombe sur des mots comme endémique, voilà, une espèce endémique de X endroit, bah, dire que bah, c'est exclusif à cet endroit-là, qu'on ne la trouve que à cet endroit-là. Voilà. Après, je peux sortir des mots très compliqués. Là, je peux sortir téléostéen. Voilà, c'est super comme mot. J'ai quelques bases. Voilà. C'est pas des bases d'ailleurs, c'est plus des fun facts en fait. J'ai faim! Allez hop là, voilà Océane. Bonjour Océane, comment tu vas? J'ai cru comprendre que tu avais faim. Ah ben moi aussi, il faut que je refasse mes courses. Et je crois que le chaton va monter. Hop. Le gros chaton de 8 ans là. Ça va et toi? Il s'est pété, mon chat c'est un peu, enfin il s'est pas pété la patte, mais le chaton de 8 ans, hein. Le chaton, bon. Miaou! Coucou le miaou! Il s'était un peu fait mal à la patoune. Donc il a fait que je fasse venir la veto, qui m'a gentiment pompé 80 €. Merci madame. Mais elle fait très bien son boulot, elle les mérite. Donc voilà. Il s'appelle comment? Léo. Léo. Et donc il s'était un petit peu fait mal à la patoune, mais c'était rien de grave. Donc là maintenant, il faut que je lui donne un sirop pendant une semaine. Puis voilà. Il n'a pas une très bonne expérience avec les sirops. Oh là là. Oui. Parce que quand il était petit, il a aussi fallu lui donner un sirop. Sauf que quand il était petit, bah, il avait 4 mois, quoi. Et sauf que je suis une énorme chochotte. Donc moi, prendre Léo dans mes bras, c'était compliqué parce que très vite, il sortait les griffes. Donc c'était pas évident. C'était pas évident du tout.
Moi aussi, je vais lui faire des câlins. Ah bah ouais, mais là, ça va être compliqué, hein. Donc il fallait que j'arrive à attraper Léo. Pas gentil, bah il était petit, hein, c'est normal. Hop, c'est bon, t'as fini? Il est parti. Il reviendra peut-être, mais là, il est parti. C'est le changement de saison, il perd ses poils maintenant, hein. On en a foutu partout. Donc voilà, il sortait ses griffes et surtout, il était petit et agile, alors que moi, j'avais 14 ans et je faisais 100 kilos. Donc, bon, voilà, compliqué de rattraper un chat qui part sous un meuble. Euh, donc ça, donc ça. Du coup, oui, c'était un peu compliqué. Il m'insupporte. Comment ça? Ah, un chaton de 7 mois. Ah ouais, bah, il faut prendre le temps, quoi. Faut prendre le temps, faut attendre qu'il vieillisse un petit peu, qu'il dise que ouais, c'est bon, je suis fatigué une autre fois, quoi. Bref. Et donc pour l'attraper, je me rappelle, j'étais obligé de le caler dans une couverture, parce que je sautais dessus par derrière avec ma couverture pour essayer de le bloquer, comme ça il avait les pattes bloquées sous la couverture, et il était obligé de me tendre, de me tendre sa petite tête. Et après, je bourrais sa bouche avec le sirop. Bref. Donc c'était un petit peu compliqué, mais bon. Voilà. Du coup, je m'attendais à ce que ça se passe vraiment, vraiment pas bien. Et la veto m'avait dit quand même que ça devrait mieux se passer parce que le sirop a pas mauvais goût apparemment. J'ai pas testé, je compte pas le faire, mais il a effectivement l'air moins dégueulasse que le précédent parce que là, il se laisse faire. Enfin, il se laisse faire. En vrai, oui, si. Il se planque plus nulle part, il part pas encore. Il a 8 ans, hein. Il a 8 ans alors que la dernière fois, il avait 4 mois. Mais voilà, quand même, bon. Peut-être qu'il a compris que ça servait à rien de se débattre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il a fallu que je lui donne son vermifuge aussi. Bon, le vermifuge, ça passe pas, hein, il aime pas. Mais voilà, le sirop, ça va. Il me fait pas la tronche quand je lui en donne. Donc, mais bon. Donc voilà. Mais oui, les petits chatons, il faut quand même jouer un petit peu avec, hein, enfin, moi je pense, enfin je trouve que c'est quand même mieux. Même moi, je suis une très très grosse chochotte, hein. Moi, jouer avec des animaux qui sortent les griffes tout le temps, c'est très compliqué. Mais bon, enfin, on va pas le laisser se faire chier tout seul tout le temps. Et je trouve que les jouets, bah ouais, mais il faut un peu d'interaction en fait quand même. Donc voilà, j'ai préféré lui donner un peu beaucoup d'amour et un peu de jeu. Mais, mais je comprends, en vrai, c'est très compliqué de jouer avec un chat quand on a la trouille. J'ai pas peur de lui, t'inquiète. Non, mais moi, j'avais vraiment, vraiment la trouille, hein. En fait, à la base, il faut savoir, c'est ça, c'est un gros dos aussi, hein. À la base, quand il était tout petit, donc toujours vers ses 4-5 mois, il fallait enfin, il fallait le sortir, mais à la toute base, mais il avait 4-5 mois, quoi. Il était tout petit, il venait d'arriver dans une baraque qu'il connaissait pas du tout, très très loin de chez lui, enfin très très loin, pas non plus, mais loin quand même. Et, et voilà. Donc, le sortir, ok, mais il fallait faire gaffe. Faut juste avoir un gros pull. Ouais, non, non, non. Moi, pendant un moment, j'ai essayé de jouer avec lui avec des gants. Il m'a niqué les gants. Les gants de protection. Les vieux trucs du garage, là, que plus ou moins tout le monde a, enfin, des vieux trucs pour les travaux manuels ou quoi. Les trucs qu'il y a toujours qui traînent quelque part dans une baraque ou quoi, des gros gants bien résistants. Il m'a niqué les gants. Il m'a complètement niqué les gants, donc j'ai un peu abandonné l'idée de jouer avec lui avec des gants, quoi. C'est un peu compliqué. Mais donc oui, à la base, il était tout petit, donc il fallait le faire sortir. Et voilà. Donc on l'a fait sortir avec une laisse. Il est féroce. Mais en vrai, ouais, il s'est bien calmé là. Mais en fait, c'est parce qu'on parle beaucoup, je pense, hein. Oui, je parle à mon chat, hein, tout le temps. Faut pas s'étonner. Mais on a tout le monde, tous les gens qui nous voient nous disent qu'on a une relation fusionnelle. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, on se comprend en tout cas. Donc on se parle beaucoup. Il y a des trucs quand même qu'il est capable de comprendre. C'est aussi une question d'attitude, donc voilà, il est capable un peu de savoir quand il faut arrêter de me faire chier et quand il faut me laisser le soigner aussi. Et donc quand il était tout petit, il fallait sortir. J'ai essayé de le faire sortir avec une laisse, sauf que premier problème, il faut lui mettre une laisse. Et mettre une laisse à un chaton de 4 mois,
C'est pas facile. Donc ça, du coup, j'ai réussi à lui mettre sa laisse. Alléluia, de temps en temps, ça m'est arrivé. Et puis il fallait, donc il fallait laisser sortir, se promener dehors et voilà. Donc il se promenait dans le jardin chez mon père et voilà et je le suivais un petit peu partout parce qu'on n'avait pas une laisse qui était très longue, donc j'avais l'air, comme un con là derrière à un peu moins d'un mètre, «Salut! Salut Océane, à plus tard!» Donc j'étais comme un con à suivre mon chat, à moins d'un mètre derrière et en fait à un moment il est passé dans un bosquet et je sais pas comment il s'est démerdé ce con, mais c'était un petit buisson quoi et il s'est promené entre les branches et il a fait un nœud et il s'est pendu ce con! Il s'est pendu! Donc là j'ai pas eu le choix que de faire avec et donc j'ai foncé dessus pour pouvoir quand même, l'empêcher de mourir en fait, du coup et donc j'ai dû le récupérer comme ça et à partir de là, il a beaucoup moins sorti les griffes déjà et puis surtout, ouais, il a commencé à beaucoup m'apprécier, je sais pas pourquoi. Enfin bref et puis genre 2 semaines après, j'ai laissé tomber la laisse pour toujours et à jamais et il s'en porte beaucoup mieux. Mais ouais, enfin ouais, c'était un peu galère et heureusement, depuis on a plus eu de soucis comme ça et j'ai rarement besoin enfin, il y a eu des périodes ces temps-ci où j'avais beaucoup besoin d'appeler à veto, mais c'était souvent pour des petits trucs qui auraient pu devenir plus graves, donc il fallait appeler à veto et régler ça en urgence, mais c'est jamais rien de grave, quoi. Heureusement, on n'a pas de grosses manip à faire ou quoi pour l'instant, on est assez tranquille, heureusement. Mais bon, malheureusement, il a 8 ans, quoi, donc ça va s'empirer. Mais bon. Donc voilà, du coup, je ne sais pas qui est resté depuis, parce que je sais qu'Océane est partie et Best Zozo n'a pas répondu depuis, donc je sais pas. En tout cas, si tu es toujours là, voilà, sache que, moi je suis toujours ouvert, hein, si tu veux proposer des espèces ou quoi, il y a pas de souci, hein. Donc voilà. Donc pour rappel, parce que du coup je vous rappelle que moi j'ai pas les vues sur mon live, je sais pas qui me regarde pas. Moi tout ce que je vois c'est les commentaires dans le chat. Donc voilà, ici moi je présente enfin je fais des recherches un peu sur des espèces bizarres et si possible méconnues. Et donc là j'étais sur le kakapo et j'allais finir, hein, en vrai de toute façon j'étais en train de m'endormir avant que les gens viennent écrire dans le chat. Ouais, je suis éclaté. Il faut que j'aille dormir tôt demain pour pouvoir me pointer suffisamment, à l'heure pour demain pour mes cours théoriques parce que les bus font n'importe quoi. Je suis maudit, hein. Moi, il faut savoir que je suis maudit avec les bus depuis que j'ai, bah, ouais, 14 piges. Moi, je me demande si je suis pas blacklisté, en fait. À ce stade-là, je sais pas ce que je leur ai fait, mais il y a le nombre de enfin, j'ai des anecdotes à raconter, les gens me regardent: «Mais comment c'est possible que ça t'arrive tout le temps?» Tu vois? C'est bizarre, quoi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Voilà, entre les chauffeurs qui conduisent n'importe comment, les chauffeurs qui s'arrêtent pas aux arrêts où ils doivent s'arrêter, les chauffeurs qui se foutent de ta gueule aussi, hein. Ah si, si, ça m'est déjà arrivé des chauffeurs qui s'arrêtent, qui m'ouvrent la porte, mais j'étais pas à 36 mètres, hein, j'étais vraiment devant la porte quoi. Il ouvre, je fais le mouvement pour rentrer, il ferme la porte, il se casse. OK mec, nickel, tout va bien. Bref, voilà, j'ai des vécus avec la tech, qui est vraiment une association de merde et enfin, c'est pas une association, mais c'est vraiment la tech quoi. Je sais pas le pourquoi du comment, mais je ne les aime pas beaucoup. Voilà, je n'ai pas une très bonne expérience avec ces couillons, ça c'est clair. Sans parler de toutes les déviations, j'ai l'impression que les déviations me suivent. Voilà, elles apparaissent systématiquement dans la nuit, personne n'en parle, et du jour au lendemain, t'as des bus qui sont déviés comme ça sur plusieurs arrêts, et évidemment, il y a aussi les bus qui s'arrêtent pas. C'est insupportable parce que tu peux faire ce que tu veux, ils s'en foutent. C'est vraiment insupportable. Genre, moi, il faut que j'aille taper, hein, quand je dis taper, c'est taper à la vitre du conducteur, souvent, pas souvent, mais ça dépend des périodes en fait, mais bref. C'est déjà arrivé qu'il faille que j'aille taper à la vitre du conducteur non mais tu me laisses sortir en fait ou ça se passe comment? Parce que ça fait deux trois arrêts qu'il me laisse pas sortir.
Et donc, je dois me taper parfois, plusieurs kilomètres à pied pour revenir chez moi. Oui, je ne reprends pas le bus dans l'autre sens, hein, une fois ça me suffit. Et puis surtout en plus avec les rythmes de passage de mes bus, j'en ai pour, 30-40 minutes d'attente sous la pluie ou quoi, alors que je peux faire le trajet en 20-30 minutes à pied, bon merde, hein. Mais oui, non, vraiment le tech, voilà, si je pouvais m'en passer, je le ferais, quoi. C'est pour ça que j'essaie de passer le permis théorique, hein. C'est pas pour rien. De toute façon, j'ai pas de voiture, mais bon, on sait jamais. J'aimerais bien pouvoir voler des fois, hein, ce serait plus pratique. Enfin bref, donc voilà. Et oui, je vais essayer de finir sur le Kakapo. On parlait de la baise et de l'entretien des petits. Pas la baise de la construction est bizarre. La baise entre entre les parents et puis, quand ils s'assurent de suivre le colis, quoi. Donc la femelle s'occupe des œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent, et voilà. Et je sais pas pour combien de temps d'ailleurs, je sais déjà plus. Et le mâle, lui, branle rien. Et donc il applique une technique qui s'appelle le boom. Il produit un son très grave et guttural. Il possède aussi un chant plus aigu nommé changing. À 4 minutes 15 sur cette vidéo, je le mettrai après. Le kakapo mâle se met sur une hauteur et se gonfle de manière spectaculaire pour produire ses booms afin d'attirer les femelles. Cette manifestation si particulière dure pendant 4 à 5 mois et s'entend de très loin. C'est un peu comme les brames du cerf finalement. C'est juste beugler très très fort pour qu'on t'entende et qu'on se rappelle que ah tiens, c'est le moment de baiser, j'y vais. Euh, Les femelles font le tour des mâles et s'accouplent avec celui qui leur plaît le plus, mais les scientifiques ne savent pas trop quels sont leurs critères. Certains mâles donnent tout ce qu'ils peuvent, mais n'ont encore jamais réussi à s'accoupler. La vache, c'est peut-être comme le primate dont j'ai parlé la fois dernière, c'était pas le tarsier, du coup c'était l'autre. Je crois qu'il n'avait pas de nom. Si, le poteau. Le poteau. C'est peut-être comme celui-là. Il était donc polygyne lui aussi, à savoir qu'il peut se taper plusieurs meufs, mais pas en même temps. Il peut pas. Enfin, on va dire, il a une relation avec une femelle, et il peut parfaitement aller en voir une autre, mais il doit d'abord clore la relation précédente. Comme nous on fait dans la vraie vie finalement, c'est-à-dire que voilà, on date, on décide que ça se passe bien, puis au bout d'un moment on est lassé, on va voir ailleurs, mais on précise normalement à la personne précédente que bah, ne nous intéresse plus, quoi. Et, euh, et donc eux ils font pareil. Et si ça se trouve c'est ça en fait. Enfin, moi je dis ça comme ça, il est polygyne et j'ai vu ce qu'elle a juste avant, donc forcément moi ça me fait penser à ça. Je me dis ça se trouve les femelles s'accouplent souvent avec les mêmes parce que la relation n'est pas clôturée, quoi. Elles sont tombées sur celui-là en premier, elles restent avec pendant un moment, et tant que la relation n'est pas finie, et apparemment, elle pourrait ne pas se finir, pour des raisons qui leur appartiennent, on s'en fout, bah du coup les autres mâles, parce qu'ils sont sous nombre, on rappelle, ils sont entre 150 et 205, c'est très peu, euh, dans le monde, hein, c'est incroyablement peu, c'est que dalle. On pourrait se dire du coup que, voilà, il n'y a pas de place en fait. Il y a plus, ils sont tous pris. C'est peut-être ça. Ou alors juste ils sentent la mort, c'est possible aussi. Donc, pour revenir. Ah oui, le cri. Enfin, c'est pas un cri, mais c'est le. Voilà, on se comprend. Le boom. Attendez 2 secondes, hein, je reviens. Si, pitié. Voilà. Alors, ici, là, voilà. On a dit à 4,15. Là. J'étais censé voir quelque chose là. Alors, pas, hein, mais j'ai rien vu, quoi. Bon, il se fait gros et il fait des gros cris, quoi.
Et oui, donc la plupart des œufs sont infertiles, inféconds. Donc voilà. Yep. Et donc c'est ça pour le kakapo. On a dit que c'est un gros piaf qui vole pas, qui vit en Nouvelle-Zélande, qui est en état critique d'extinction. C'est pas le nom exact, mais vous avez compris. Toute petite population entre 200, entre 100 et 200 individus, ce qui est c'est inexistant à ce stade-là. Même 10 000, ce serait tout petit. Alors là, c'est inexistant. Ils pondent un œuf tous les 2 ans, je sais plus. Enfin, le cycle de ponte est vraiment, vraiment chiant. Et c'est la femelle qui se tape toute la charge mentale, bravo. Eh ben bravo. Et, euh, et c'est un animal nocturne qui se nourrit de fruits, mais pas que. Il se nourrit aussi de l'écorce des arbres, je crois, si j'ai bien retenu, des trucs comme ça. Donc voilà, il est plutôt herbivore que frugivore, vraiment. Euh, voilà. Et donc oui, pour draguer, le mâle fait exactement comme le cerf, hein, c'est-à-dire que le cerf, le brame du cerf, c'est-à-dire qu'il hurle super fort et ça s'entend à des kilomètres, et la femelle rapplique. Enfin, je sais pas si elle rapplique, mais en tout cas, elle est au courant. Après, et donc, le kakapo, bah pareil, il fait des gros cris stridents, j'ai l'impression, sauf que lui, en plus, il se grossit. Il se fait plus imposant qu'il ne l'est déjà. Je rappelle 4 kilos le truc, hein, quand même. Beau bébé. Et donc voilà. Perroquet qui vit dans les arbres, 4 kilos, il vole pas. Il fait ses œufs au sol. Et il a des arènes de parade, je veux dire, des arènes de combat. Des arènes de parade pour parader. Et donc, les femelles font leur marché parmi les mecs. Elles prennent un peu ce qui leur plaît. Et on sait pas trop ce qui fait que ça leur plaît ou pas, mais en tout cas, ça leur plaît. Et voilà. Il semble qu'on a fini, hein. C'est tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT? Il disait rien de plus, hein. Ah si, la longévité. Alors, on est tombé sur des chiffres un peu what the fuck. Ça va, enfin, les gens n'ont pas l'air trop d'accord, mais ça va de entre 60, enfin, jusqu'à 60, je vais y arriver, de 60 à 90 ans. Voilà, il y en a qui disent plus 60, d'autres qui disent plus 90, certains qui disent entre 80 et 100, c'est entre 60 et 90. Voilà. Globalement, c'est l'information qui revient le plus. Sur Google, quand vous tapez Kakapo longévité, le premier truc qui sort, c'est 60. Voilà. Si vous cherchez un peu plus, vous pourrez trouver un peu plein de nombres chiants. Mais globalement, retenez entre 60 et 90, hein, voilà. Ce qui est déjà pas dégueu, hein. Oui, forcément. Il y a des gens, il y a des humains qui meurent plus jeunes que ça, hein, de vieillesse. Donc, il me semble. Enfin, 60 ans, c'est quand même pas dégueulasse déjà. Donc voilà. Ça. Et voilà. Et donc, c'était la longévité, c'est un animal nocturne. Voilà, voilà. Et donc oui, il y a des plans de conservation. On les a déménagés dans une zone où il n'y a pas de prédateurs. On essaie de les faire se reproduire, mais on n'y arrive pas très bien. Et voilà, on a eu une amélioration de la population en les faisant baiser, sauf que apparemment, bon, c'est un peu en dents de scie ce truc, donc on sait pas trop. Il y a mieux, mais bon, l'espèce est toujours malheureusement au bord de l'extinction, un tout petit peu moins qu'avant, mais enfin, c'est dérisoire à ce stade-là, donc voilà. Mais ça reste un piaf très intéressant. Je ne savais pas tout ce que j'ai lu ce soir, donc je suis quand même content. Et donc voilà, je pense que ce sera ça pour moi. Je suis crevé. Ceux qui éventuellement sont toujours là, voilà, rappelez-vous, ça marche. Les commandes fonctionnent en dehors du live, hein. Donc si vous voulez savoir quelles espèces sont déjà passées en live, je vous invite à faire point d'exclamation. euh, Pokédex en minuscule et sans accent, vous aurez la liste des espèces qui sont déjà passées en live. Si vous voulez une autre fois venir sur le chat pour parler, n'hésitez pas, moi je suis ouvert à tout. Et si vous voulez proposer des espèces ou quoi, allez-y. Si vous voulez impacter les recherches, mais que vous ne savez pas comment, vous pouvez toujours taper la commande point d'exclamation roue en minuscule et vous aurez des chocs à pic. Non, c'est pas ça. Vous aurez
Donc vous aurez un sujet parmi une liste que j'ai fait qui sortira automatiquement et sur lequel je me baserai pour faire mes recherches avec ChatGPT. Voilà. Si vous êtes triste de pas pouvoir voir tout ce contenu qui se perd sur Twitch euh, que je vous ponds, sachez que j'ai une chaîne de VOD où, piste 6 oblige, vous n'aurez pas le son, mais vous aurez, enfin le son des musiques, mais vous aurez le son de ma voix. Et puis, bah, c'est les lives, quoi, c'est des VOD, c'est des rediffusions. Donc vous aurez toutes les rediffs. Comme ça, rien n'est perdu. J'y ai pensé un peu tard, donc la toute première rediff que j'ai trouvée intéressante, on va dire, est perdue pour toujours et à jamais, fallait être là. Pas de bol. Mais toutes les autres seront disponibles sur la chaîne de VOD. Voilà, pas de montage, c'est trop chiant à mon niveau, je sais pas comment faire. Donc voilà, il n'y aura pas de montage. Je mettrai les titres quand même, je dirai en description qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qu'on voit, mais voilà, je n'irai pas davantage dans le détail. Voilà quoi. Et voilà, là-dessus, je vous quitte. Ciao.